Alors, je dirais en introduction que parler des fake news, bien sûr, c'est évoquer en creux la dérive actuelle que nous constatons tous les jours concernant le statut de la vérité. Quel est le sens de la vérité? En effet, à l'heure où la question des fake news est emparée de l'espace public, que peut-on encore apporter sur un débat concernant la notion de vérité? Car la question de la vérité, on peut dire, elle est double. Il y a d'abord la vérité des personnes. Nombreux sont ceux qui vont, par exemple, traquer le mensonge et chercher à établir une vérité. On peut penser aux juges d'instruction, par exemple, dont c'est le métier, donc à la recherche de la vérité judiciaire. On peut penser aussi à la vérité de témoins face à un même événement. Et d'ailleurs, on va s'apercevoir que sur le même événement, il y aura divers témoignages. Et vient ensuite la vérité que l'on construit. Donc là, il y a une forme d'a priori. On est dans une vision qui fait que la vérité va être orientée. Je pense notamment donc à ce qu'on appelle la saisie de l'histoire, pour construire par exemple un roman national. Lorsque j'étais enfant, je me souviens, à l'école primaire, on me racontait l'histoire de France depuis Vercingétorix jusqu'à mon époque, on s'arrêtait vers Charles de Gaulle. Et donc, il y avait une espèce de cohérence comme ça qui apparaissait, comme si tout s'imbriquait naturellement. Voilà. Là, on peut parler donc d'une sorte de roman national qui était proposé. Et donc, il y avait une forme de construction de la vérité. Et puis, parfois aussi, on peut chercher à se réapproprier des événements douloureux, comme par exemple la décolonisation ou la colonisation, pour justifier des attitudes de rupture et de communautarisme. On voit aujourd'hui ce que cela peut donner dans diverses formes de dénonciation, où il faudrait toujours que nous demandions pardon dans un certain passé. Et donc là aussi, il y a une ressaisie de l'histoire et donc une forme d'interprétation de la vérité a priori, on pourrait dire, et même a posteriori. Bref, lorsqu'on se penche sur cette question de la vérité, la sienne, celle des autres, on doit admettre que le couple vrai-faux est loin d'épuiser les possibilités auxquelles il a affaire, et donc les faits et les individus eux-mêmes échappent à cette catégorisation binaire. Ainsi, on va parler de vérité foisonnante, de vérité fluctuante, selon les contextes, selon les circonstances, selon les auditoires aussi. Et donc ça donne un petit peu le tournis à celui ou à celle qui, naïvement, serait à la recherche de la parole vraie. Nous sommes, on peut dire, tous de véritables athlètes de l'interprétation de la vérité. En somme, la question de la vérité est aussi omniprésente que plurielle. Cependant, si les rumeurs, les mensonges, les fausses informations ont toujours existé, leur montée en puissance actuelle tient d'abord au bouleversement du marché de l'information par les réseaux sociaux, combinés, eux, au discrédit des élites traditionnelles. Et certains parlent alors de la post-vérité. De la post-vérité. Cette expression, d'ailleurs, a été consacrée comme le mot de l'année 2016 par le dictionnaire britannique Oxford, qui définit la post-vérité de cette façon, je cite, « Ce sont les circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. » Et donc, cette expression de post-vérité a fait irruption dans notre langage depuis quelques années. Et selon le dictionnaire, toujours que je vous citais, Oxford, ils disent encore « Cette post-vérité est alimentée par la montée en puissance des réseaux sociaux, ce que je vous disais, en tant que source d'information, et
la méfiance croissante vis-à-vis des faits présentés par l'établissement. Voilà, donc là, je crois qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et donc, à écouter la définition de la post-vérité, on peut donc se questionner sur tout en mettant tout en doute. Ainsi peut-on lire, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour discréditer un mouvement, le gouvernement peut être capable de tout. Il y a des choses bizarres. Le virus de la Covid-19, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On peut quand même faire un peu confiance à nos potes gilets jaunes plutôt qu'aux journalistes qui sont les porte-parole du pouvoir en place, etc., etc. Et donc c'est dans ce contexte que l'on peut comprendre alors le succès actuel de ces fake news qui sont tant décriées. Il est ainsi devenu possible de trouver sa vérité propre ailleurs, et notamment sur les réseaux sociaux, plutôt que dans les discours de ce qu'on appelle l'establishment, que représenteraient donc les médias traditionnels, les journalistes en général, considérés donc comme les porte-paroles du pouvoir en place. Donc, en premier point, je voudrais m'intéresser sur cette question de la post-vérité. La post-vérité. Pour certains universitaires, se diriger vers la post-vérité signifie devenir de moins en moins attaché à la quête de la vérité. Mais pour d'autres universitaires, la situation actuelle de post-vérité s'explique moins par une indifférence à la vérité en tant que telle que par une extension de notre crédulité. Nous devenons de plus en plus crédules. Et cette crédulité se développerait même parallèlement à notre liberté d'expression. Pour le dire autrement, plus on est libre de penser ce qu'on veut, moins on se fie à ceux qui savent quelque chose de façon scientifique. Si l'existence de la post-vérité fait débat, en tout cas, une idée semble cependant faire consensus dans le monde universitaire, c'est que si nous en sommes là, c'est parce que le marché de l'information a été bouleversé. La situation que nous vivons est nouvelle parce qu'il y a une mise en concurrence généralisée des modèles intellectuels prétendant décrire le réel. Et la crédulité se répand car cette concurrence ouverte n'est pas favorable aux produits traditionnels de la connaissance. Alors ces modèles qui prétendent décrire le réel, c'est à la fois ce que raconte votre oncle gilet jaune sur Facebook, et ce que raconte un ministre à la télévision, ou ce scientifique qui affirme que le réchauffement climatique existe, et ce site internet qui affirme qu'il n'existe pas. C'est ce journaliste qui décrit une manifestation qui a mal tourné, et cet autre journaliste qui, devant les mêmes faits, dit autre chose. Ce sont donc tous ces discours qui s'opposent et qui sont désormais placés à égalité sur les réseaux sociaux, en concurrence. Et ces réseaux sociaux, ou plus largement ces plateformes, qui sont devenues la principale porte d'accès à l'information, constituent une sorte de marché de l'information que l'on pourrait qualifier de dérégulé. Il n'y a plus de règles. Un nouveau marché qui supplante l'ancien, qui lui semblait plus régulé, avec ses journaux bien identifiés politiquement, avec ses radios qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas, avec ces quelques chaînes de télévision et leurs journaux télévisés respectifs. Et désormais, sur les plateformes, notamment Google, Facebook, Twitter, tout ce monde se mélange, tout ce monde se contredit sous les yeux des internautes et sans arbitre. Données personnelles, informations, émotions, c'est un peu le cocktail des plateformes pour nous occuper. Et cette grande transformation de l'espace médiatique a pour conséquence de redéfinir les circuits de la confiance politique. Traditionnellement, on croyait certains médias
moins d'autres. Désormais, on fait moins confiance à la source elle-même qu'à la personne qui va partager l'information. Résultat, les réseaux sociaux amplifient notre propension à chercher des informations qui confirment nos propres opinions et on perd tout esprit critique. Pour Francesca Musiani, qui est chercheuse au CNRS et directrice adjointe du Centre Internet et Société, les réseaux sociaux permettent, je la cite, de se construire soi-même son point d'accès à l'information. Donc, qu'on le veuille ou non, notre rapport au monde par l'information devient personnalisé par rapport à nos propres goûts. Et ça n'a rien de hasard. Selon cette même Francesca Musiani, je la cite encore, le revers de la médaille des technologies participatives et de l'autonomie ont permis cela. Donc ce rapport au monde dépend des désormais célèbres bulles de filtres qui sont constituées des algorithmes qui choisissent l'information à nous présenter en priorité, après avoir tenté de cerner notre personnalité, nos goûts, par l'analyse de nos données personnelles. Et l'exploitation de ces données permet également de cibler alors les publicités qui nous sont présentées sur ces plateformes et qui sont à la base de leur modèle économique. Pour mettre à profit les données des utilisateurs, les plateformes ont besoin de retenir ces utilisateurs le plus longtemps chez elles. C'est ce que résume encore Francesca Musiani. Et pour cela, quoi de mieux qu'un mixte d'informations spécialement concoctées pour nous et de préférence toujours sur le registre de l'émotion. De sorte que l'on peut affirmer sans hésiter que nous sommes réellement entrés dans l'ère de la post-vérité, en ce que la vérité est de moins en moins recherchée pour elle-même. Il s'agit davantage de travailler une opinion publique, de drainer une clientèle potentielle, de favoriser la promotion d'une personnalité ou bien de discréditer quelqu'un.